jeux vidéo et Moyen-Âge. Un format du podcast Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le format jeux vidéo et Moyen-Âge de Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce format du podcast, alors je ne reçois pas des chercheurs et chercheuses pour me parler de leurs travaux sur le Moyen-Âge, mais nous traitons à chaque épisode un jeu vidéo et nous déterminons selon notre petit avis et selon les retours qu'on peut avoir, est-ce que ce jeu est fidèle ou non au Moyen-Âge. Et depuis tout à l'heure je dis nous parce que bien sûr je ne suis pas seule, j'ai mon comparse, le terrible, le petit... J'allais me lancer dans une tirade, mais voici Fanny, Albert. Bonjour. Fanny, qu'est-ce que tu fais? Je vous préviens, on n'est pas... on a les neurones qui se touchent pas aujourd'hui. Oui, pour des raisons totalement différentes, toi et moi, on est fatigués, mais on est là pour parler d'un jeu qui nous passionne, donc je suis sûre qu'on va se réveiller au fur et à mesure de l'épisode. En plus, c'est ça, il y a tellement dans ce jeu, il y a tellement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va donc vous parler d'un jeu qui est encore une fois assez différent des jeux qu'on a fait avant, mais en même temps, avec plein de points communs. Aujourd'hui, on vous parle de Crusader Kings 3. Crusader Kings 3, donc il est sorti en 2020. Tout à fait, en plein confinement. Ah ouais. Et donc il est produit par le studio Paradox Interactive, il est disponible sur ordinateur PC mais aussi il me semble sur PS5 et Xbox Series. Et donc, alors déjà on peut dire un tout petit mot sur Paradox Interactive, donc il produit le jeu. D'après ce que j'ai compris, ils sont un peu connus pour faire des jeux très addictifs et sur lesquels tu passes des centaines d'heures, c'est ça? En fait c'est ça, ils font Crusader Kings 3 et vraiment dans la lignée de tous les autres jeux de Paradox où c'est de la grande stratégie, c'est-à-dire une immense carte. Enfin, comment expliquer ça? C'est pas un vrai jeu vidéo. Tout le monde pense que c'est un jeu vidéo, mais en fait, c'est juste une feuille Excel améliorée. C'est de la drogue. Et pourtant, voir toute cette feuille Excel améliorée avec toutes ces choses qui interagissent et tout ça sur une grande carte, eh ben, ça provoque beaucoup de plaisir et ça décharge beaucoup de dopamine dans la tête de nous, historiens ou non-historiens. Et pour vous présenter ce jeu, déjà, alors, on a demandé à quelqu'un qui a réussi à y faire jouer beaucoup d'autres personnes. On va écouter ceci. Alors Crusader Kings 3, c'est un jeu assez dingue qui nous replonge quand même dans la peau d'un dirigeant de l'époque, que ce soit comte, duc ou roi, même empereur. Et ce qui est vachement intéressant quand j'en parle à des gens qui sont pas forcément passionnés d'histoire, c'est que ils ont l'impression d'apprendre des choses. Ils ont ce côté aussi roleplay, puisqu'on peut faire des choses assez extravagantes en réformant des religions, en prenant la place du pape, en créant sa propre religion, en allant aussi dans des territoires autres que l'Occident médiéval. On peut aller aussi jouer en Inde, on peut jouer en Afrique, on peut jouer au Moyen-Orient, donc ça c'est super intéressant aussi. Et puis moi ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a plein de manières d'arriver à ses fins dans Crusader Kings et surtout des manières assez histo. C'est-à-dire que pour monter en l'échelle sociale, il faut se marier avec par exemple des bons partis, il faut manigancer politiquement, il faut faire la guerre, mais pas nécessairement, on n'est pas obligé que de faire la guerre. Et en fait, on peut avoir un objectif et 100 manières différentes d'y arriver. Donc ce qui fait que c'est très ludique. Et franchement, moi j'avoue que c'est un jeu qui absorbe mon âme, puisqu'en plus de ça, c'est un jeu où on ne voit pas le temps passer. Et en plus, un jeu, on peut jouer soit en solo, soit à plusieurs. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, Crusader Kings 3, n'hésitez pas à essayer.
C'était donc Rivenzi, quelqu'un qui fait donc du stream sur Twitch, que vous retrouvez sur YouTube. On vous conseille fortement. Donc, il fait à la fois du contenu jeux vidéo, mais aussi du contenu historique. Et donc, récemment, donc là, on enregistre début 2025 sur Twitch. Il y a pas mal joué et a converti d'autres streamers et streameuses en faisant notamment des parties en multi qui sont très rigolotes à suivre. Oh oui. Donc, on vous conseille, voilà, si jamais vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de jouer, mais que vous avez envie de voir à quoi ressemblent les jeux, voilà, voir des vidéos comme ça peut être une bonne alternative. Une autre alternative, si vous voulez aussi voir si c'est votre genre de jeu, sachez que Crusader Kings 2, donc la version qui est quand même la version d'avant, qui est inférieure, qui a quand même moins d'options, qui est moins léchée et moins réalisée, sachez que Crusader Kings 2 est gratuit. Vous pouvez le tester si vous le souhaitez. Le 3, c'est par rapport au 2, c'est beaucoup plus inspiré de ce que les gens attendaient aussi du Moyen-Âge et on voit qu'effectivement Game of Thrones est passé par là. C'est pour ça d'ailleurs que pour préparer cet épisode et voir un petit peu ce qui différait par rapport au Moyen-Âge, je me suis beaucoup inspiré de Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones de Florian Besson et Justine Breton. On va voir que Crusader Kings 3 fait quand même mieux que Game of Thrones. Et on voit aussi qu'en fait, donc ce jeu, Crusader Kings 3, vous avez compris depuis tout à l'heure, on a du mal à le résumer. C'est compliqué de résumer ce jeu parce qu'il y a plein de façons d'y jouer. On va donc essayer un petit peu de résumer et on le dit tout de suite, on ne pourra pas parler de tout parce que quand on a essayé de préparer l'épisode avec Albert, là on se disait mais c'est impossible, il y a trop de trucs à dire. Donc on va essayer quand même d'être un peu structuré. Alors donc, on joue un personnage qui contrôle un certain territoire. On est plutôt donc au Moyen-Âge, à différentes époques. On peut être à la fois en Europe, Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. On peut être en Asie, on peut être au Moyen-Orient. Et notre but, ça va être de gérer ce territoire. Et après, là, ce qui est fou, c'est qu'on peut avoir plein de buts différents. Exactement. En fait, ça fait partie donc de ces jeux de grande stratégie qui parfois on a l'impression que ça n'a de stratégie que le nom, car il n'y a pas vraiment d'objectif dans les jeux de grande stratégie. Le vrai intérêt, c'est la narration, c'est-à-dire ce que vous voulez raconter comme histoire et ce que vous voulez arriver à faire pour jouer avec l'histoire, justement. Le seul vrai game over, c'est quand vous mourrez, quand votre personnage meurt et que vous n'avez pas d'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant et qu'il n'est pas légitimé d'une manière ou d'une autre pour obtenir des territoires, en fait la partie s'arrête parce que vous ne gérez plus de territoire. Sauf si, quand on meurt, donc comme tu as dit, si on a bien géré et qu'on a un descendant, du coup, on va incarner notre descendant et ainsi de suite. Mais parfois, si on n'a pas bien, entre guillemets, géré notre descendance, on peut incarner un cousin ou quelqu'un qui, en fait, va pas avoir le même rôle. Et donc, on va peut-être perdre beaucoup d'acquis de notre partie avec le personnage d'avant. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, ce jeu, c'est un peu un tableur Excel fait en jeu, dans le sens que, oui, il y a énormément de gestion possible sur plein d'aspects, parce que on gère donc notre territoire, qui peut être plus ou moins grand. On peut être vraiment sur un petit comté. On peut être sur une minuscule baronnie à gérer, hein. Ça peut être très petit, et on peut, à l'inverse, se retrouver à gérer l'Europe entière. Voilà. On peut être empereur de l'Europe. Et après, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui sont possibles, mais que ça prend du temps. Et c'est pas un jeu facile. Moi, déjà, je veux dire ça aux gens. Alors là, vous l'avez compris, j'y ai joué du coup, parce qu'il y a certains jeux dont on parle auxquels je n'ai pas joué. Mais là, c'est pas un jeu facile et il faut prendre son temps. Oui, c'est souvent payant, hein, parce que plus on joue, plus on connaît des dizaines de manières, comme le disait Rivenzi, d'accéder à un objectif. Et on va le voir, en fait, c'est probablement la meilleure qualité que je puisse trouver à Crusader Kings 3, c'est que en matière d'émulation de toutes les mécaniques de pouvoir, de religion, de gestion qu'on pouvait avoir au Moyen-Âge, c'est formidable. Il y a tellement de choses qui sont présentes et qui font référence à l'histoire politique du Moyen-Âge occidental essentiellement, mais aussi, et c'est là où j'ai été extrêmement impressionné, en s'adaptant à tout le contexte que, par exemple, alors moi je vais donner un exemple parce que le mieux est c'est aussi d'essayer de parler des parties qu'on a pu faire, toi et moi Fanny. Moi, une partie que j'aime beaucoup faire, c'est j'écoute l'épisode que tu as fait il y a un bon moment maintenant, le hors-série sur le Maroc médiéval. Oh oui. Et je vous assure qu'il n'y a pas plus impressionnant et plus jouissif d'essayer de jouer une partie dont vous connaissez déjà le contexte un peu historique. Parce que ça, effectivement, il faut qu'on l'explique aux gens. C'est que, alors, quand on commence une partie, tout ce que vous voyez, tous les personnages existent. En tout cas, j'ai l'impression que c'est documenté. C'est que
Alors bien sûr, quand vous commencez à jouer, là forcément, c'est une forme d'Uchronie en fait. Oui, dès que vous commencez à jouer, en fait, vous dérivez de l'histoire. Et même dans le jeu, il y a énormément d'éléments aléatoires qui vont en fait changer le cours de l'histoire d'une manière ou d'une autre, et souvent un petit peu hors de votre contrôle. C'est ça aussi qui fait que le jeu peut tourner sur pas mal de PC, mais il demande surtout un processeur assez balèze. Faut un bon ordinateur quand Ouais. même. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, le jeu génère en permanence tous les liens, même entre les joueurs et les personnages que vous ne voyez pas sur la carte. Ça, c'est, je trouve aussi un gros point fort du jeu, c'est que on peut être plongé dans l'histoire médiévale. Donc, on peut aller, je crois que ça commence en 800 et quelques. Oui, c'est déjà, ça vous pouvez choisir votre époque. En gros, vous pouvez choisir en 867. Ils ont essayé de coller à des dates qui correspondent à des gros changements politiques. Donc, 867, par exemple, c'est les premières incursions vikings en Europe. Il y a aussi 1066 donc, qui correspond donc plutôt à l'émergence des plus grosses dynasties au Moyen-Âge et l'émergence des États. Et quelque chose qui a été rajouté un peu après la sortie du jeu, c'est carrément pouvoir jouer au XIIe siècle, où là, vous avez quand même beaucoup de doctrines politiques qui ont été avancées et qui donc permettent de jouer un petit peu avec tous les outils disponibles au Moyen-Âge, quoi. Un truc que j'ai trouvé extrêmement bon, et qui était déjà présent dans le 2, mais qui a été poussé à un point où effectivement je trouve que c'est assez brillant, c'est la place de la religion. Le Moyen-Âge, qu'il soit d'ailleurs occidental ou africain, qu'il appartienne au Moyen-Orient, voire à la Chine, le Moyen-Âge est religieux, et le fait religieux est extrêmement important. Ce qui fait que quel que soit le dirigeant que vous jouez, vous êtes obligé de gérer avec un chef de la foi dont vous dépendez, et qui va, un peu influer sur vos recettes, parce que les évêques, qui comme au Moyen-Âge, disposent d'une dîme et disposent d'impôts, et si vous vous entendez pas avec votre évêque, il va essayer de récupérer plus d'argent que vous, quoi. Et de la même manière, il y a beaucoup de choses qui vont déterminer ce que vous pouvez faire dans une partie ou non par votre rapport à la foi, et est-ce que vous êtes en accord avec les principes de votre foi. C'est ça, c'est que vous devez jouer avec les codes de l'époque. En fait, vraiment, pour ça, ils sont bien inspirés. Et alors, un truc que j'adore faire dans ce jeu, tu voulais qu'on parle un peu des parties. Moi, en fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est faire les mariages. Moi, j'aime jouer aux Sims, vous l'avez compris dans les épisodes précédents. Donc, il y a toute une partie en fait de gérer les relations, gérer votre famille, gérer vos alliances avec les grands personnages, enfin en fait avec vos potentiels alliés. Donc forcément, si vous êtes un petit baron, vous n'allez pas pouvoir vous marier avec la fille du roi. Donc, il va falloir essayer de trouver des gens de votre niveau ou un peu plus, ou aller chercher plus loin. Vous pouvez vous marier parfois avec des princesses qui sont un peu loin. Et donc, moi, j'adore ce côté-là. C'est que, par exemple, j'avais une partie... De jouer les agences matrimoniales. Mais oui, j'adore ça, parce qu'il y a plein de critères. Vous voyez, vraiment, quand on vous dit à chaque fois que vous ouvrez un panneau de paramètres, il y a plein de trucs possibles, parce que, par exemple, pour les mariages, là, c'est pas très médiéval, et encore, enfin, c'est vraiment l'aspect jeu, c'est que chaque personne peut avoir des caractères, et donc vous dites, ok, je vais essayer de trouver un point de caractère héréditaire qui est plutôt positif, donc là on essaie de trouver des bonnes personnes pour le mariage, qui soient bien compatibles, du même âge, qui soient plutôt un peu féconds, parce que ça pour le coup, ça aussi c'est assez plutôt réaliste, c'est qu'on peut avoir des enfants, mais aussi il y a quand même pas mal de mortalité infantile, vous pouvez en perdre beaucoup des enfants. De mères qui meurent en couche, ça on en a pas trop non plus, j'ai l'impression que ça va, et d'une partie à l'autre ça peut être très différent. Ah oui, en fait vous pouvez choisir le même personnage, un personnage en plus prédéterminé, c'est-à-dire que alors là, comme tu le dis, ce jeu, c'est les Sims. C'est-à-dire que, non mais vraiment, tu peux créer ton personnage, même si tu le mets au nord de l'Europe, tu peux le faire venir d'une autre culture, donc pouvoir inventer un peu son histoire à toi et tout ça. Mais tu vas t'en prendre plein la tête. Hein. Ah oui, tu vas t'en prendre plein la tête, mais il y a cette idée que tu joues avec ça, que tu affrontes la difficulté comme ça, et en plus de ça, vraiment, vous pouvez bien évidemment changer son visage, changer ses armoiries, changer le nom de sa famille aussi, c'est les Sims, mais en plus de ça, ce que je trouve vraiment formidable, c'est que ce n'est pas seulement une manière de jouer avec le pouvoir et de un petit peu de gérer votre pays ou votre économie, c'est qu'il y a une dimension personnelle qui est très importante dans Crusader Kings 3. C'était l'intention des développeurs quand ils ont repris Crusader Kings 2, qui était quand même un jeu très orienté gestion et qui était presque indépendant, c'est ce qu'ils disaient, c'est que c'était un jeu avec quand même des features très très basiques. Et puis, ils ont essayé de pousser l'aspect narratif parce que c'est finalement ce que les joueurs en retenaient le plus. Et pour avoir une bonne narration, il faut des personnages importants. Et le jeu passe son temps à générer des personnages
qui sont très hauts en couleur parce qu'ils ont des traits de caractère mauvais. Ça peut être des sadiques, à l'inverse, ça peut être des personnages très calmes ou très observateurs. Et dans tout ça, il y a en plus quelque chose qui joue, c'est que vous pouvez évidemment prévoir un peu à l'avance tout le jeu de matrimonial que vous pouvez mettre en place et faire vos petites alliances comme vous voulez, mais il y a aussi quelque chose d'assez important, c'est que votre personnage lui-même a un style de vie qui est lié donc à ses centres d'intérêt, et d'ailleurs vous le choisissez, votre style de vie, donc ça peut être sur l'économie, plutôt sur les complots, plutôt sur la guerre, et ce style de vie, vous créez énormément d'événements aléatoires qui vont modifier parfois vraiment brutalement votre partie, dans le sens où parce que vous avez un personnage qui aime s'intéresser à la guerre, il s'entraîne et il peut se blesser gravement parce que vous avez fait le mauvais choix au mauvais moment. Oui, c'est ça. Donc, il y a tout le côté jeu de gestion, comme tu l'as dit, mais il y a tout le côté gérer personnellement. Donc, en fait, votre personnage a des interactions. Vous devez gérer des choses de votre cours. Mais il y a vraiment du côté dialogue, avec du choix de dialogue à faire. Et ça peut influencer beaucoup parce que, tel personnage vous dit ça, mais il faut que vous lui répondiez quelque chose. Mais attention, si vous répondez ça, il y a du risque que la personne le prenne très mal. Il y a des risques ou qu'au contraire, la personne devienne votre amie. En fait, c'est ça, il y a plein de choses à gérer. Et par exemple, alors moi, le côté guerre, au début, j'aimais pas. C'est assez basique et en plus c'est dur à gérer, je trouve, parce que c'est pas du tout intuitif. C'est pas du tout comme par exemple Age of Empires 2 qui est un jeu de stratégie, mais là où pour le coup tout est orienté vers la guerre, donc forcément le jeu a orienté ses mécaniques pour que ce soit intéressant ludiquement. Crusader Kings 3, comme c'est beaucoup plus vaste, la guerre est résumée beaucoup plus basiquement, on va dire. Mais des fois on n'a pas le choix que de faire la guerre. Ouais. Et c'est aussi un jeu super intéressant pour découvrir plein de choses sur le Moyen-Âge. Et en fait, on l'a déjà dit un petit peu, mais je le redis parce que c'est un vrai côté positif, c'est de comprendre comment on fonctionne et de voir les différences. Il y a plein d'extensions dans le jeu, notamment une extension pour jouer tout le côté nordique. Oui. Et là, s'amuser à voir, comment fonctionnaient les sociétés à l'époque, avec tout le côté raid, où là, vous pouvez vous amuser, du coup, à être dans la peau de ces vikings nordiques qui vont faire des raids sur toute l'Europe et pour shipper de l'argent. Ou établir des relations commerciales parfois. Ou établir des relations commerciales. Et là, de voir, comment le système d'élection change. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est en fait, le côté uchronie, de voir comment le jeu évolue aussi est très sympa. De dire, mais là, tiens, pourquoi le Saint-Empire romain germanique est aussi petit et la puis aussi grand pourquoi l'Aquitaine prend la moitié de l'Allemagne? Ouais, votre partie peut assez vite partir en cacahuète parce que vous avez influencé au bon endroit ou au bon moment, ou parfois aussi parce qu'une vague de peste s'est déclenchée de manière aléatoire. Ça, par contre, on ne peut pas y échapper. Si vous jouez les années où il est censé y avoir la peste, vous allez avoir la peste qui va tuer une bonne partie de votre famille. Voilà, comme tu dis, il y a tous ces éléments un petit peu aléatoires. Alors parfois, c'est dur. Ouais. Alors voilà, je vais le dire tout de suite, c'est un jeu, parfois le jeu joue contre vous et vous devez vous affronter avec le jeu. Alors, c'est le principe d'un jeu, en fait, bien sûr. Mais là, parfois, le jeu demande des connaissances, pas forcément historiques, mais du jeu, ou si vous n'avez pas certaines connaissances un peu poussées, vous allez vous en prendre plein la tête plusieurs fois avant de maîtriser. Notamment, comme on l'a dit au tout début, le côté succession. Moi, c'est tellement frustrant parce que des fois, ma succession, je l'ai bien préparée, elle se passe bien, et puis bam, j'ai la moitié de mon pays qui se met en révolte, et je peux rien faire, et je perds la moitié de mon pays. Mais d'un coup, ça m'énerve, mais vraiment, c'est si dur. Eh oui, parce que la succession au Moyen-Âge, c'est déjà c'est un très gros deal, on va dire. C'est probablement ce que préparent le plus les rois à leur mort, ne serait-ce que pour être en accord avec leur propre religion. On se souvient de Charles V qui, sur son lit de mort, abroge des impôts parce qu'il sent qu'il ne sera pas en accord avec Dieu s'il impose trop ses sujets. Et là, effectivement, on a même cette idée que la succession elle-même, il faut faire en sorte que ce soit nos enfants qui héritent. Parce qu'on ne gère pas seulement avec d'autres nobles de notre rang, on gère aussi avec tout un ensemble de vassaux. Si jamais, du moment que vous ne prenez pas un petit comté, vous aurez des vassaux qui dépendent de vous. Et ceux-là, il faut surtout pas se les mettre à dos non plus. Mais des fois, ils se mettent à dos. Alors, vous entendez, auditeurs, auditrices, ma frustration dans ma voix. Mais des fois, ils se révoltent d'un coup, en mode bam. D'un coup, je t'aime plus. Mais j'ai rien fait, je ne sais pas. Ou en fait, c'est aussi frustrant parce que quand vous jouez votre personnage, donc vous tissez des liens. Donc, chaque personnage avec qui vous interagissez, vous avez une note à quel point il vous apprécie ou pas. Mais quand vous arrivez à votre personnage d'après, donc imaginez votre personnage meurt, on va dire, 70 ans. Votre fils, vous l'avez eu environ vers 30 ans. Donc là, vous jouez un personnage ensuite qui a déjà 30 ans. Mais lui, avant, vous n'aviez pas du tout maîtrisé
comment les autres vous aimaient. Et donc d'un coup, vous changez un personnage et d'un coup, plus personne vous aime parce que... Parce que votre fils, disons, avait décidé d'insulter la moitié du pays. Et ça, vous l'avez pas maîtrisé. Donc c'est vraiment, vous récupérez un gâteau qui est mal fait et vous devez vous débrouiller pour le rendre bon. La métaphore est pas super, mais vous comprenez un petit peu. Et ça, c'est très dur parfois de remonter ça. Alors, dans le style partie difficile... Parce qu'on l'a pas dit, mais le tuto est plutôt sympa. Le tuto se passe sur l'Irlande médiévale, donc un espace plutôt isolé. Donc c'est bien parce qu'on peut découvrir le jeu sans s'en prendre des tatanes de tous les côtés. C'est ça, et puis on n'est pas directement affecté par tout ce qui se passe dans le Saint-Empire, par toutes les élucubrations de Rome, et puis même par ce qui donne son nom au jeu, par les croisades. Tout ça, ça ne vous intéresse pas tellement, quoi. Oui, les croisades, il n'y en a pas tellement dans le jeu. Enfin, il y en a de temps en temps, mais c'est vraiment pas... C'est pas le truc le plus principal dans le jeu. Non, et pourtant, il y a des ordres chevaleresques que vous pouvez recruter pour les faire des croisades ou pas. Oui, et donc mon compagnon a fait une partie dans le jeu, et je pense que c'est peut-être un des trucs les plus durs, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est toute la partie sur l'Espagne. Ah oui, alors là... Parce que, rappelez-vous un petit peu, l'Espagne, j'en ai parlé quelques fois dans Passion médiéviste, eh bien, à cette époque-là, en fait, on a les musulmans, les Arabes qui ont conquis une partie de l'Espagne et qui restent pendant un moment, et donc font la guerre avec les chrétiens. Eh bien ça, c'est une galère, parce que c'est vraiment, pour le coup, assez dur à gérer. Et il a réussi à tenir. Les alliances se renversent tout le temps. Il y en a qui vont chercher ailleurs. Il y en a qui décident que finalement, on peut être copains sans vous le dire en plus. Mais le problème, c'est que le royaume musulman, en fait, a derrière lui, parfois, en fait, selon la partie, peut avoir tout le nord du Maghreb. Donc, à ce réservoir d'armées que vous êtes coincé dans le nord de l'Espagne si vous n'avez pas fait des alliances avant. Et ça, c'est vraiment une partie... En plus, c'est moi qui l'avais commencé. Là, il en est bientôt au 12e ou 13e siècle, alors que moi, j'avais commencé au 9e siècle à peu près. Il en peut plus, mais je pense qu'il se met un point d'honneur à essayer de la finir. Ah bah oui. Et c'est ça le problème. C'est encore une fois, c'est très addictif parce que ça ne finit jamais. Donc, oui. Moi, ça s'arrête quand j'en ai marre de « Oh, c'est trop dur !» ou alors je me dis « Attends, allez, on va arrêter comme ça. » Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait dire encore, mais je pense qu'il faut qu'on se concentre un petit peu, dire les côtés négatifs, en tout cas, pas forcément en termes de gameplay, mais aussi se dire par rapport au vrai Moyen-Âge, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, qui ne va pas, je sais pas, mais quelque chose que je trouve d'abord extrêmement intéressant, c'est que plus encore que dans les autres jeux du genre, et en particulier que Crusader Kings 2, Crusader Kings 3 met un énorme accent sur votre conseil. Vous ne pouvez pas faire tout seul, et ça montre bien que malgré le côté très personnalisé du pouvoir au Moyen-Âge, en particulier sur la fin du Moyen-Âge, en fait, un état royal et même la gestion d'un comté, c'est d'abord tout un ensemble de personnes, d'officiers, de clercs de cour et tout ça. Et donc vous avez un conseil. Un conseil qui donc, chacun s'occupe de différents aspects. Votre maître espion s'occupe de comploter avec vous. Vous avez un évêque qui, ou en tout cas un chef religieux avec qui vous êtes censé être en bon terme. Et puis vous avez même votre époux ou votre épouse qui vous assiste dans toutes vos tâches. Et dans tout cela, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça montre que vous ne gérez pas tout seul. Et quand vous avez besoin de réaliser les tâches spécifiques, c'est pas à vous de le faire directement. Et en plus de ça, ce qui est super, c'est que ce ne sont pas forcément des nobles, ces membres de ce conseil. En particulier, votre maître espion, ça peut rarement être un noble. C'est des gens qu'on choisit, et d'ailleurs, il y a tout un enjeu à choisir les bonnes personnes compétentes ou non. Mais alors, tu me dis pas ce qui ne va pas là dans le jeu. Alors, d'abord, je trouve qu'effectivement, c'est quand même un peu schématique quand même. D'abord, tous les nobles au Moyen-Âge n'avaient pas un conseil de 6 personnes avec chacun des tâches précises, mais ça, c'est forcément parce que le jeu a besoin quand même d'avoir des systèmes simples. Et c'est d'ailleurs le reproche général au jeu est que malgré le fait qu'il représente beaucoup de régions, forcément, il calque sur des régions qui n'ont rien à voir un fonctionnement qui est très Europe occidentale quand même. Ceci étant dit, le jeu met quand même un point d'honneur à adapter aux différentes cultures et aux différents vocabulaires des mécaniques de pouvoir qui finalement sont assez similaires. Par exemple, quand vous jouez le Maroc médiéval, vous n'avez pas des chevaliers mais des walis. Ils ont quand même un peu le même rôle, quoi. Tout ça pour dire que ce qui en revanche ne va pas, c'est qu'en dehors
de ce conseil qui vous donne de temps en temps des informations sur comment se passe le pays, et en plus de quelques événements aléatoires où ils sont mentionnés et vous avez quelques choix à faire, par exemple avec une guilde de bâtisseurs ou avec une révolte paysanne, en fait, vous n'interagissez pas avec beaucoup du peuple et du reste de la société que quelques grands nobles. Seulement quand vous avez un certain niveau et que vous pouvez avoir une cour royale, là il y a des gens qui viennent vous demander audience, mais là encore ce sont encore des nobles qui viennent. Ce sont encore des nobles et souvent ce sont vos vassaux qui viennent vous demander des trucs. Ah oui. Alors que, on le rappelle, le Moyen-Âge est la grande époque des assemblées. On passe son temps à faire des guildes, à faire des corporations, il y a des conseils de la cité, il y a des conseils de ville, même au sein d'une petite paroisse, d'un petit village, vous avez des chefs de feu qui se réunissent pour prendre des décisions et pour élire ou désigner des représentants. Et ces représentants, en fait, vous les voyez finalement assez rarement, donnant l'impression donc qu'être noble au Moyen-Âge, c'est surtout gérer vos relations avec vos copains et avec vos rivaux, un petit peu dans un genre de phénomène que les historiens ont qualifié de coopétition. En gros, les nobles sont en concurrence perpétuelle, mais il y avait aussi une forme de coopération et de lien de solidarité. Mais à part ça, vous avez l'impression que vous voyez pas le reste de la société. Alors qu'en vrai, ce que représentait la noblesse au Moyen-Âge, c'était pas un énorme pourcentage. Alors que là, effectivement, on voit pas les paysans, on voit pas les artisans, quasiment pas. On en voit de temps en temps. C'est ça, dans quelques événements aléatoires. Notamment quand on commence à avoir un certain niveau de cours, quand on peut avoir des artisans qui nous font des artefacts et tout ça, ça c'est chouette, j'aime bien cette partie-là. C'est-à-dire que là on a une bonne partie, c'est quand ils peuvent nous faire une épée ou un objet comme ça, c'est chouette. C'est dû en fait au scope du jeu, c'est-à-dire c'est dû au choix du jeu de surtout vous orienter vers une vie nobiliaire et à régler des problèmes entre nobles et à régler à gérer un pays. Mais faut vous dire que en coulisses, le quotidien d'un dirigeant au Moyen-Âge est de rencontrer en permanence les représentants de diverses corporations, de villes, de confédérations paysannes. Voilà. En fait, si on veut jouer à un paysan, il faut jouer à Medieval Dynasty. On en parlera peut-être un jour de ce jeu. Eh oui, un jour, va falloir le faire. Hein. Moi, j'avais bien aimé, moi, même si c'était un peu répétitif à un moment. Moi, c'est vraiment un vis-à-vis de paysans perdus au milieu de la forêt. De toute façon, l'écran principal du jeu, c'est une carte. Et donc, c'est le choix du jeu de vous faire gérer un grand territoire. Et donc, ça entraîne d'autres choses où on pourrait dire que c'est pas hyper réaliste. Notamment le fait que tout ce que vous décidez, l'endroit où vous levez vos troupes en général, l'endroit depuis lesquels partent vos messagers, ce sera toujours un lieu, une capitale ou une ville en particulier. Alors qu'on le rappelle, au Moyen-Âge, et en particulier dans le Moyen-Âge occidental, diriger, c'est en fait être en déplacement en permanence. Les cours se déplacent et les rois passent leur temps à faire des inspections, des entrées dans les villes. On peut le faire, mais c'est ponctuel, c'est très ponctuel dans le jeu. C'est très ponctuel. Alors, il y a un DLC qui permet de le faire, mais pour moi, il aurait dû être dessus directement. Moi, je l'ai avec tous les DLC, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'on peut le faire souvent. Typiquement, c'est pas dans le jeu de base, en fait, la possibilité d'organiser des tournois dans une autre ville et donc de devoir faire le déplacement là-bas. À l'inverse, de devoir aller rendre hommage, donc en faisant tout le voyage depuis l'Islande jusque dans la cour de la Norvège. Enfin, voilà, quoi. Est-ce que tu vois d'autres choses qui t'ont fait un peu tiquer ou qui ne vont pas ? En fait, comme le jeu est très vaste, et c'est quand même pour ça que le jeu a une qualité immense pour moi, il prend pour base l'histoire, et il met tellement d'outils inspirés de l'histoire, et en même temps, il ne fait jamais des obligations. C'est-à-dire que par exemple, un cliché sur le Moyen-Âge, c'est la torture. Et vous avez toujours la possibilité, quand vous voulez jouer vraiment à un vrai salopard, de prendre quelqu'un de votre cour, de le mettre en prison et de le soumettre à la torture. Évidemment, on sait qu'au Moyen-Âge, la question est extrêmement réglementée, l'Inquisition, c'était extrêmement codifié, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y avait pas des tyrans qui pouvaient le faire, enfin qui ne pouvaient pas le faire. N'importe quel choix dans le jeu aura des conséquences. Là, si vous commencez à torturer, votre personnage... Selon son caractère, il va s'en vouloir, vous allez être mal vu, donc ça veut dire qu'après des gens peuvent être énervés contre vous.
vous pouvez aussi décider, allez, je vais être le super méchant qui va tuer tout le monde. Vous pouvez être le super gentil qui veut la paix. Vous pouvez être celui qui veut une très bonne économie. Vous pouvez être celui qui veut coucher avec tout le monde. J'allais dire aussi, vous pouvez être celui qui veut donc avoir des super bons mariages. Ça, c'est moi. À un moment, j'étais trop contente. J'avais fait une partie où toutes mes petites filles étaient des princesses d'Europe. Et j'étais trop contente. Le rêve de fan d'Anastasia. C'était vraiment, je jouais à un moment un personnage qui était un peu âgé. Et ma fille était devenue duchesse d'Aquitaine et donc avait eu 5 filles. Et je m'étais occupée de marier les 5 filles aux meilleures parties d'Europe. Et là, mon personnage meurt, et donc je me retrouve avec son fils, qui n'a aucune alliance que j'ai gérée avant. Et je me dis, mais j'ai fait tous ces mariages pour rien. Qu'il était pas très copain avec ses nièces, voilà. Bah là, il les connaissait pas trop, mais bon voilà, vous pouvez vraiment faire ce jeu de plein de façons différentes. Et ça qui est super, c'est qu'il donne plein d'outils historiques en disant, bon bah voilà à peu près à quoi ça ressemblait, mais il n'en fait jamais des acquis. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'écrire votre histoire et de faire dévier l'histoire à fond. Et de sauvegarder vos parties au fur et à mesure pour revenir en arrière si jamais il y a un problème. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un énorme problème à ce jeu qu'on n'a pas évoqué. On l'a dit un petit peu, si on l'a dit. Il va aspirer votre temps. Oh oui. Une partie, quand vous y mettez, en fait, vous pouvez jouer 4-5 heures de suite. Vous n'y avez touché que du bout du doigt. Je suis sûre que des gens qui nous écoutent ont des centaines d'heures dessus. C'est tout ce qu'il y a derrière les jeux Paradox. Je veux dire, je connais des joueurs de Earth of Iron 4, c'est-à-dire celui qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même de Crusader Kings 2, qui avaient des milliers, mais vraiment des milliers d'heures dessus. Là, et sur Crusader Kings 3, libre, hein, mais sur Crusader Kings 3, il y a moyen aussi d'en mettre des milliers. Et c'est pour ça, Paradox a en fait une fanbase très solide, et dont ils ont un peu tendance à abuser. C'est-à-dire que si je dois quand même mettre un vrai bémol qui pour le coup n'a rien à voir avec l'histoire, c'est que Paradox, ils ont vraiment une politique de pingre sur les DLC. Ils sont chers. Ils sont chers. Le jeu de base est déjà pas donné. Enfin, effectivement, même en solde, vous le trouvez quand même sur Steam à 35, 40 euros. Et chaque DLC coûte entre 40 et 50 euros. Ah ouais. Et pourtant, qui ajoute des choses... Alors, le jeu de base Crusader Kings 3 est quand même bien fourni. Surtout par rapport aux deux, où vraiment vous aviez absolument besoin des extensions pour pouvoir vous amuser. Crusader Kings 3 de base est très bien fourni, mais alors il y a des choses selon votre intérêt, par exemple pour la culture nordique, où vous vous dites mais ça aurait dû être dans le jeu de base. Pour jouer les Byzantins, pareil, ça aurait dû être de base. Et là même, ce qu'il prévoit encore, parmi les extensions à venir, c'est toute la possibilité, donc cette fois-ci, de jouer un vrai gouvernement nomade chez les Mongols. Tout ce gouvernement nomade des Khan, qui évidemment est une organisation politique extrêmement inédite. Mais là, même à la fin de l'année, il prévoit carrément de pouvoir étendre la carte jusqu'à pouvoir jouer enfin le Japon féodal. Ah. Mais ça, ils vont le faire payer très cher. Mais voilà, imaginez que si vous devez essayer chaque personnage, chaque coin de l'Europe, bah vous voyez, vous faites 50 heures par coin de l'Europe. Et j'avais commencé à le dire, mais vous pouvez choisir le même personnage pré-généré par le jeu. C'est-à-dire que vraiment, c'est le même personnage à chaque début de partie. Vous pouvez jouer le même. Votre partie sera complètement différente parce que l'aléatoire joue, et en plus de ça, c'est un jeu qui essaie de toujours rester pertinent narrativement et donc de vous offrir un petit peu du divertissement. On va essayer de mettre une note à ce jeu. Alors, tu mettrais combien sur 10 ? Donc, on rappelle que là, la note, c'est la ressemblance avec le Moyen-Âge et la pertinence. Ah, je mets un bon... J'hésite entre... Alors, vraiment, s'il y avait que l'Europe, ce serait 9. Et comme, c'est pas forcément, comme je le disais, c'est pas forcément aussi fourni pour d'autres régions. En tout cas, parfois, il y a des choses qui sont un peu incohérentes pour d'autres régions. On peut être sur un 8 très solide dès que vous jouez dans une autre région que l'Europe. J'allais dire 8 aussi. Je pense que là, on est vraiment sur un jeu de haute volée. Et vraiment, les points que j'enlève, c'est juste pour les petits détails qu'on a dit avant. C'est ça, et en même temps, détails qui sont dus au choix du jeu de représenter la gestion d'un pays ou d'un territoire. Auditeurs, auditrices, si vous avez déjà joué au jeu, dites-nous, à votre avis, quelle note vous metteriez au jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit ? Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Hein. Vraiment, il y a 15 000 sujets différents. On a essayé d'être vraiment un peu succinct. Et comme vous l'entendez, on n'articule pas très bien, on est un peu fatigué. Mais voilà, et si vous avez jamais joué et que vous allez jouer pour la première fois, dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé. On est curieux d'en savoir plus.
Pour nous répondre ça, vous pouvez soit regarder sur les réseaux sociaux, il y a Passion Médiéviste sur certains réseaux sociaux, ou alors m'envoyer un mail à l'ancienne, vraiment, ou alors via mon site passionmédiéviste.fr, il y a l'article qui accompagne cet épisode, et allez voir aussi les autres jeux dont on a traité dans ce podcast, dans ce format. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, on parlera d'un jeu qui est un peu narratif, mais c'est vrai, on va le faire ? Oh oui. Mais totalement différent. Zéro gestion dans celui-là. Zéro gestion. Par contre, une histoire qui va vraiment avoir plein de rebondissements. On tisse comment ? On donne un indice, on dit quoi ? C'est le long de la rose en jeu vidéo. Ouh, oui. Salut, à bientôt ! Salut.